et bienvenue sur la chaîne YouTube de Carlita Crypto pour cette fois-ci une nouvelle vidéo un peu différente de celle de d'habitude puisque je suis actuellement à Miami. Alors je voulais vous vlogger, je suis arrivée hier soir, on a attendu littéralement 3 heures aux douanes avant de rentrer puisqu'il y a le Spring Break aussi en même temps à Miami, mais nous on n'y est pas pour ça, on y est pour Mining Disrupt qui est une conférence en fait où toutes les personnes autour de l'écosystème du mining vont se rassembler. Donc je vais vous faire découvrir cette conférence. Je tiens déjà dès à présent à remercier Blob.io pour l'invitation et aussi Swissborg qui soutient cette vidéo comme les plusieurs autres de ma chaîne. Et c'est parti, on y va tout de suite, on fait le tour du salon, let's go! Là, vous avez un exemple de machine de mining. Donc, alors là, c'est dans un, typiquement là, c'est dans un conteneur, mais vous pouvez en fait tout simplement retrouver ça, mais d'habitude c'est dans des murs en dur. On va essayer, je sais pas si on peut rentrer dedans. Donc c'est une industrie qui est complètement à part. Ah bah voilà. Donc en gros du coup là, comment installer une machine, tu vas venir t'apposer, ta machine elle va s'emboîter ici dans l'enclosure, donc pour éviter les retours de vent, tu sais, et que tu aies en fait un cercle où l'air chaud il va sortir ici, en fait il va revenir dans la machine, ce qui va augmenter sa température. Du coup on met ça pour que ça passe, ça fitte directement dedans. Ensuite tu vas venir brancher ta machine, tu vas lui mettre l'électricité ici. Ici tu as les RJ45 pour brancher, pour mettre le réseau. Et là ici tu peux voir du coup le petit bouton du disjoncteur en cas de problème, donc surintensité, trop de chauffe, voilà, ça va venir sécuriser ta machine pour éviter que ça crame et que tu aies un feu dans tout le conteneur. Donc ton air il va venir être aspiré donc, par les machines et par les ventilateurs ici, et il va arriver d'ici, donc avec des filtres qui sont retirables et nettoyables. Donc voilà, tout simplement. Donc là je suis en train de faire le tour de conteneurs pour vous montrer en fait comment est-ce que c'est, et le point que je vois c'est que c'est vraiment une industrie qui est complètement à part. Ici on parle pas de crypto, on parle de Bitcoin, on parle de Caspar, on parle de Alephium, mais on parle surtout pas d'autres crypto-monnaies, un peu de Dodge aussi bien évidemment, puisque j'ai appris que quand on minait du Litecoin en fait on minait aussi du Dodge. Et donc là vous avez un autre conteneur qui est assez stylé de première vue. Donc en fait c'est juste différent, c'est de ce qu'on appelle de l'immersion cooling, et puis on va demander à Florian qui nous explique. Florian? L'immersion cooling, ouais, c'est très simple, c'est-à-dire qu'à la place de refroidir par air les machines, elles sont refroidies dans un fluide qu'on appelle diélectrique. Diélectrique, ça veut dire que ça ne conduit pas l'électricité. Donc en fait les machines vont être immergées dans ces bacs. Et cette huile en fait elle va passer dans les pompes qu'on peut voir là, et elle va être refroidie en haut. Viens regarde, on va voir ça. Ah bah ils les ont pas mis, ils ont mis des images pour s'imager à quoi ça ressemble. Et ouais, ils l'ont fait, c'est hyper stylé. En vrai il n'y a pas besoin de tous ces néons, de toutes ces LED et tout. Il faut que ça soit fonctionnel, et l'immersion cooling ça permet en fait de tourner dans des pays où la température est élevée. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir ce genre de conteneur dans des pays où la température est froide, sauf si vous réutilisez la chaleur pour chauffer des habitations. Ça fait partie de nos projets. Donc là on est dans un conteneur hydrocooling. Hydrocooling c'est quoi? Ça veut dire que les machines sont refroidies avec de l'eau ou du glycol. C'est un liquide qui permet de pas geler, typiquement ce que vous avez dans votre voiture. Donc en fait toutes les machines sont rangées sur des racks comme ici. Il y a un circuit d'eau froide qui va rentrer dans la machine, et le circuit d'eau chaude va ressortir. Ça va passer sur des échangeurs qu'on peut voir à l'arrière là-haut, enfin la tuyauterie, et ensuite ça sort dehors. Soit la chaleur elle est envoyée dans des endroits pour recycler la chaleur et chauffer par exemple des villes comme en Finlande, ce qu'on va faire, ou alors elle est juste dissipée dans l'air, ça dépend des endroits. Donc soit c'est utilisé dans des pays très froids pour chauffer des bâtiments, soit c'est utilisé dans des pays très chauds pour mieux refroidir que juste avec de l'air, parce que l'air ça suffit pas. Donc souvent par exemple à Oman ou dans d'autres pays très chauds, ils vont utiliser une usine de désalinisation d'eau de mer, récupérer cette eau de mer, l'envoyer directement dans un échangeur pour refroidir toutes ces machines. Donc là on a visité en fait 3 types de conteneurs différents. Donc on a visité les conteneurs à refroidissement par l'air. Donc vous avez vu, il y a de la ventilation, on va refroidir les machines de mining grâce à de l'air. Ensuite on a visité les conteneurs où on avait les machines qui étaient immergées donc dans un mélange très spécial
d'huile en fait, tout simplement pour refroidir les machines. Et puis en fait, au final, on a visité un conteneur qui lui était refroidi donc par de l'eau, 3 types de conteneurs, hydrocooling, air cooling et immersion cooling. Quand vous parlez avec des fournisseurs de hydrocooling, air cooling, immersion cooling, vous parlez de puissance. Ça veut dire quoi en fait ce que vous dites? On va venir voir les fournisseurs pour savoir en fait les spécifications du conteneur. On va souvent demander la puissance, par exemple c'est 1.2 MW, 2 MW, parce qu'en fait selon le type de refroidissement, nous on va deviner, et selon le type de machine, on va savoir qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Typiquement si c'est de la machine du Wastminer, comme on va mettre en Finlande avec du heat reuse, ça sera des machines qui vont consommer 7 kW ou plus, et du coup en fait on peut estimer rapidement le nombre de machines qu'on va mettre directement selon la puissance maximale on va dire du conteneur. C'est pour ça que c'est souvent la première question quand on arrive. Et donc là je me trouve actuellement dans un autre type de air cooling. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez du premier type qu'on a vu, mais là c'est un deuxième type, donc on m'a un peu expliqué. Donc en fait dehors vous avez des filtres qui vont aspirer l'air et qui vont venir le projeter ici. Donc ici, donc en fait ça va rentrer par ici, et ici vous aurez les machines et elles vont venir expulser l'air donc de l'autre côté, et donc c'est un système de refroidissement par air mais qui est un peu différent de ce qu'on a vu précédemment. Et d'ailleurs si je vous montre en direct à quoi ressemblent les filtres, c'est juste derrière moi et ils sont placés comme ceci pour tout simplement éviter de voir les filtres s'abîmer plus vite, donc se protéger de l'eau, de la poussière, etc. Le liquide de refroidissement il va passer dans ces gros tubes là pour venir en haut dans le dry cooler. Elle arrive chaude en entrée du dry cooler, elle va passer du coup à l'intérieur avec le vent en fait qui va venir la refroidir, et ensuite elle va revenir froide dans l'autre tuyau, et en fait ça va faire une boucle comme ça où l'huile va refroidir la machine. En gros du coup ce qu'on va faire c'est que pour les pays du nord, les pays froids, en fait tu vas venir mettre donc un dry cooler qui va venir refroidir l'eau et des machines à refroidissement liquide. Ce qui fait que du coup, tu vas réussir à chauffer ta maison directement avec la chaleur qui est produite par les miners. En fait, le dry cooler, c'est un échangeur thermique. Ça veut dire qu'en fin de compte, l'eau chaude va rentrer directement dans ce système et chauffer toute la maison. Donc c'est de l'eau. Quand le chauffage va être un peu plus froid, c'est-à-dire le retour du circuit de chauffage va revenir dans la machine à une température plus basse, va de nouveau chauffer grâce à la machine et va repartir dans le circuit. Ça permet de chauffer des habitations en faisant du mining de Bitcoin, et ça permet de fortement baisser la facture d'électricité, parce que de l'autre côté, en fait, c'est comme si vous aviez un cashback directement en crypto-monnaie, en Bitcoin. Petite coupure de cette vidéo, si vous avez déjà cherché une plateforme pour investir en crypto, vous avez sûrement croisé des apps avec des interfaces un peu brouillonnes, des frais cachés, un service client inexistant. Aujourd'hui, je vous parle d'une app et du partenaire de cette vidéo qui change un peu la donne, Swissborg. Ce qui est cool avec Swissborg, c'est qu'elle a été pensée pour être simple et accessible. L'idée, c'était de créer une app où même votre mère ou votre grand-mère pourrait acheter du Bitcoin sans galérer. L'inscription, elle est rapide, le dépôt des fonds, il est super fluide, et la vérification d'identité, donc le KYC, est très clair et très facile à faire. Swissborg, c'est pas juste une plateforme d'achat et de vente, vous pouvez aussi aller plus loin dans l'investissement, puisque par exemple il y a des Alpha Trading Vault ou des Alpha Early Deals. Alors les Early Deals, c'est un accès privilégié à des projets en avant-première. Par exemple, certaines levées de fonds se sont vendues en quelques heures sur Swissborg, et ils ont fait participer leur communauté à ces levées de fonds qui étaient en fait limite pas privées, mais qu'ils ont ouvert à la commu. Ensuite, vous avez aussi les Trading Vault. Eux, ils vont permettre d'automatiser vos entrées et sorties du marché en fonction des tendances. Autant dire que si vous cherchez des stratégies un peu avancées, il y a aussi de quoi s'amuser sur Swissborg, tout en ayant une app très compréhensible et pas du tout brouillonne
aux 1001 fonctionnalités dont on ne trouve pas où commencer. Swissborg a aussi un programme de parrainage super sympa. Si vous invitez quelqu'un à s'inscrire et qu'il dépose au moins 50 €, vous gagnez un ticket de loterie qui peut vous rapporter jusqu'à 100 € en token Borg, de quoi ramener toute votre famille sur l'application. Autant dire que si vous avez des potes qui veulent se lancer en crypto, c'est bien de les onboarder directement sur Swissborg. Vous vous demandez d'ailleurs pourquoi tester Swissborg, surtout si vous avez déjà une autre appli. En vrai, c'est une app qui est vraiment plus intuitive, avec des frais qui sont transparents, un écosystème qui est solide et des opportunités d'investissement qui peuvent être intéressantes et que vous ne voyez pas ailleurs d'ailleurs sur d'autres exchanges. Donc, et si vous préférez d'ailleurs quand même des gros exchanges aux 1001 fonctionnalités, vous pouvez quand même vous inscrire sur Swissborg, tester et ensuite envoyer vos proches, envoyer votre grand-mère acheter du Bitcoin depuis Swissborg ou vos amis qui comprennent rien à la crypto. Si ça vous tente d'ailleurs, j'ai un lien en description qui vous permet d'avoir un bonus en Borg, donc dès votre premier dépôt. Donc n'hésitez pas à utiliser ce lien, ça soutient vraiment la chaîne de Carlita Crypto. En tout cas, merci à Swissborg de soutenir la chaîne de Carlita Crypto. Je suis curieuse d'avoir votre avis, donc laissez-moi-le en commentaire. Est-ce que vous connaissiez déjà cette plateforme et qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on retourne tout de suite à nos moutons. Je vous ai pas présenté en fait, depuis tout à l'heure vous nous racontez ce que c'est le mining, mais je vous ai pas présenté, je vous présente vite fait. Donc je suis avec Florent. Salut. Et avec Julien, salut. Donc du coup, qui sont les deux cofondateurs de Blob. Vous faites quoi un peu dans le mining? Blob, c'est quoi? Blob, c'est une solution de minage clé en main pour des investisseurs, que ce soit des petits ou des grands, accessible à partir de 10 000 €. On cherche des surplus énergétiques sur la planète et on installe des machines de mining pour des investisseurs. On s'occupe de tout, de A à Z. Commander la machine pour les clients, l'expédier, faire la logistique, la transporter jusqu'à l'installer et la programmer. Et c'est là où je vais laisser la main à Julien. On va vraiment s'occuper de votre machine, on va la bichonner, faire toute la configuration. En fait, on va faire en sorte que votre machine, elle tourne le plus longtemps possible, le plus stablement possible et que vous ayez les meilleures performances. Trop bien, et ils sont trop sympas bien évidemment. Et là on va aller voir le salon du musée qui est juste là et on va essayer de voir, en fait on a des différents ASIC. Est-ce que tu veux bien, Flo, tu veux bien m'expliquer ce que tu m'as expliqué dans l'avion au niveau des CPU, GPU, ASIC, c'est quoi la différence et c'est quoi un mineur, tu vois, très vite fait. Alors GPU, c'est des cartes graphiques. C'est-à-dire que c'est spécialisé pour faire de la 3D. Les CPU, c'est des processeurs, c'est faire pour de la puissance, c'est pour de la puissance de fond. Et les puces ASIC, applications spécifiques industrielles composants, c'est des puces qui à l'échelle de la gravure sont faites pour faire une seule chose. Typiquement l'algorithme SHA-256 qui est l'algorithme de Bitcoin. Et en fait on peut voir qu'au début quand on minait du Bitcoin, c'était soit avec des cartes graphiques ou des processeurs et très vite c'est arrivé avec des clés USB où ils ont mis des petits processeurs dedans. Voilà, là on va avoir les premières machines vraiment spécifiquement dédiées pour du minage. Donc c'était assez petit, c'était pas aussi performant que les ASIC qu'on trouve aujourd'hui à l'échelle industrielle, mais le gros avantage c'est que c'est très user-friendly. Tu as juste à brancher ta clé USB et rentrer tous les détails à l'intérieur. On le branche sur un ordinateur? Ouais, sur un ordinateur standard et tu viens le brancher à ton port USB et il va commencer à tourner directement. Donc du coup ici on va retrouver ce qu'on appelle le musée du minage. Donc en fait c'est toutes les machines qui ont été sorties dans l'histoire, qui ont été mises du coup dans ce musée. Ils essaient de rassembler le plus de machines possible. Et en fait du coup ici on va retrouver différents modèles, comme par exemple on va retrouver le Monarch donc de Butterfly Labs. Donc ici, tu vois, on est sur une machine, on verra plus tard pourquoi je vais te dire ça, mais qui fait 650 watts pour 700 GH. En fait, pour l'histoire, ce constructeur-là, ils ont eu des retards de livraison et du coup, ils ont envoyé les machines avec une alimentation. Et le problème, c'est qu'entre-temps, Bitmain avait sorti une machine qui était beaucoup plus performante. Donc la difficulté du réseau a explosé. Donc en fait, les revenus du minage vont être réduits bien plus et donc on va gagner moins. L'alimentation a coûté plus cher que la machine et du coup tout le monde a commencé à revendre les alimentations. On va retrouver des machines qui sont super vieilles, tout simplement. Donc ici on a une machine qui est de 2014, donc c'est des machines qui sont vraiment rares. Moi je connaissais même pas celle-ci. Ça, différentes machines qui sont sorties petit à petit au fil de l'histoire. Et du coup qui sont arrivées de plus en plus performantes. Et c'est pour ça qu'on voit là petit à petit que les machines deviennent plus grosses. Les standards commencent à arriver en fait dans l'industrie avec des formes qui sont, on va dire, normalisées, sauf bien sûr quelques exceptions comme ici le R4. Le R4, pour l'info, il a été beaucoup utilisé comme chauffage pour la maison. Donc voilà, au fil du temps, tu as des machines qui
qui vont venir se professionnaliser avec des formats un peu plus grands, un peu plus adaptés. Et du coup ici on va retrouver les machines de Bitmain. Voilà, donc là ici tout à droite on va retrouver le S1. Donc ça c'est le premier modèle de chez Bitmain qui est sorti. Alors Bitmain c'est le fabricant principal de machines de minage dans le monde. Donc du coup on va voir que le premier était assez bidoué on va dire. Et petit à petit on va voir que le standard évolue, les technologies évoluent et qu'on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus sérieuses on va dire. On peut reprendre un modèle, le S7 qui était d'ailleurs ma première machine de minage. On peut voir qu'ils n'avaient même pas leurs alimentations, c'était des alimentations GPU gaming qui étaient fournies et qui étaient vendues avec. Ensuite on va retrouver du coup le S11 et d'autres machines où là ils vont commencer à construire leurs alimentations, on va dire des blocs de façon un peu plus professionnelle. Et c'est là qu'on voit que le marché devient de plus en plus mature et de plus en plus pro, tout simplement. J'adore ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, il y a un artiste de rue que j'adore qui s'appelle Banksy. Et en fait, normalement, c'est pas un bitcoin, mais c'est vraiment marrant. Bonjour à tous, le soleil me défonce les yeux. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous apporter des réponses sur le mining, qu'elle a pu peut-être éveiller votre curiosité pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci de l'avoir suivi. Merci de vous abonner à Carlita Crypto et de cliquer sur le pouce j'aime. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!